Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour ceux qui sont restés, malgré que ça soit l'heure du déjeuner. Un petit coucou aussi à Kuala Lumpur, qui nous suit à distance. Alors, mon nom est Isabelle Job-Basile. Je ne suis pas journaliste. Je suis chef économiste du Crédit Agricole. Et en fait, j'ai l'immense joie d'animer la conversation qu'on va avoir avec nos deux intervenants. Et peut-être en guise d'introduction, peut-être rappeler un certain nombre de faits, alors probablement que vous les connaissez, à savoir qu'on est en train on va vivre, on est déjà en train de vivre une révolution industrielle majeure. Alors ce qui est inédit, c'est que cette transformation, elle se fait à marche forcée et dans des temps et dans des délais assez courts. On souhaite, l'objectif, c'est d'aller vers cette économie durable, cette économie bas carbone, dont on a du mal en fait à saisir tous les contours, d'où la difficulté de se projeter dans le monde d'après ou dans ce monde inconnu. Pour autant, ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'il va falloir beaucoup investir. Donc il va falloir investir dans les énergies renouvelables, dans les infrastructures indispensables à la mobilité électrique, dans la restructuration de nos appareils productifs, dans la rénovation thermique des bâtiments, etc., etc. Et les montants en jeu sont assez colossaux. On parle au niveau mondial, à horizon 2050, d'investissements à hauteur de 131 000 milliards de dollars. Alors ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais ça représente à peu près une fois et demie, même plus qu'une fois et demie, le PIB mondial, donc la richesse qui est créée chaque année au niveau mondial. Et donc, devant l'ampleur des investissements à réaliser, bien évidemment, les acteurs financiers qui collectent l'épargne, qui financent le crédit et qui participent au marché financier vont donc avoir un rôle à jouer, probablement un rôle déterminant, puisqu'il va s'agir de mobiliser beaucoup de ressources financières que les États eux-mêmes ne peuvent pas mobiliser ou ne peuvent pas assumer. Alors, pour débattre de cet engagement des acteurs financiers, j'ai le plaisir d'accueillir, tout de suite à ma droite, Mathieu Garnero. Donc Mathieu, vous avez rejoint l'ADEME, qui est donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en 2019. Non, vous n'êtes pas si vieux. Et notamment pour conduire le projet, alors je ne sais pas si on le dit en français ou en anglais, mais je vais le dire Life Finance Climate. Voilà, c'est parfait, bon, tant mieux. Pour mettre en œuvre en fait, la stratégie finance durable française et européenne. Peut-être nous dire deux mots de ce projet ? Oui, quelques mots. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, l'Europe s'est dotée d'une stratégie sur la finance durable et c'est un point assez clé et c'est des principes de transparence, des principes de mesure des risques, des principes sur comment accompagner aussi les épargnants et les particuliers sur le fait d'exprimer des préférences en matière environnementale sur leur épargne. Donc il y a beaucoup d'éléments et après, sur ces principes et sur ces réglementations, après, il faut passer à du concret et pouvoir avoir des outils, des méthodes donc de la part des acteurs privés. Et donc le but, c'est vraiment d'essayer de faire ce lien entre des réglementations qui sont des fois un peu théoriques et puis des actions concrètes de terrain. Merci Mathieu. On accueille aussi Eric Campos. Donc Eric, après avoir été en charge de la RSE, donc la responsabilité sociétale et environnementale du groupe Crédit Agricole SA. Vous êtes depuis juillet 2021 directeur du projet sociétal et directeur général de Crédit Agricole Transition et Énergie, et ce depuis novembre 2022. Donc peut-être nous dire aussi deux mots. Oui, effectivement, ce qu'on appelle le projet sociétal au Crédit Agricole, c'est un peu l'architecture de la relation que le Crédit Agricole a avec son environnement, la société, l'environnement, le climat, la biodiversité. Et donc, le Crédit Agricole a travaillé à la définition finalement de ses engagements sur ces différents sujets, mais je pense que ça va nous occuper aujourd'hui. Exactement. Et l'important, c'est qu'effectivement, vous allez nous donner des exemples un peu concrets de ce qui peut être fait dans le cadre de la transition. Mais je commence par Mathieu, la première question. Donc on a dit, on parle beaucoup de transition, et comme j'ai dit, en fait, quelque part, on ne sait pas vers quoi on va.
Qu'est-ce qu'une économie durable? Et puis, deuxième question qui suit, en fait, c'est à ce moment-là, que signifie mobiliser les acteurs financiers pour cette transition? Oui, alors c'est vrai que repartons des définitions. Effectivement, qu'est-ce qu'une économie durable? Alors, une définition, c'est de répondre aux besoins actuels sans porter préjudice aux besoins et à la capacité des générations futures à pouvoir subvenir à ces besoins. Et donc, il s'agit de mettre en place une économie qui ne dégrade pas les écosystèmes, qui ne dégrade pas les ressources, qui ne dégrade pas le climat. Donc voilà. Donc ça, c'est des principes qui sont très intéressants à avoir en tête. Et après, il faut arriver à les décliner de manière plus opérationnelle. Et pour ça, donc, l'Europe, notamment, a mis en place ce qui est appelé une taxonomie européenne des activités durables. Et donc, sur une centaine de secteurs d'activités qui ont des impacts sur l'environnement, l'objectif de l'Europe a été de définir des critères pour voir sous quelles conditions ces activités sont respectueuses du climat, donc pour l'atténuation du changement climatique, du climat pour l'adaptation au changement climatique, des ressources en eau, des autres types de ressources et des problématiques d'économie circulaire, de la limitation des pollutions, et puis également du respect de la biodiversité et des écosystèmes. Donc on a 6 objectifs environnementaux et des critères et des normes sur une centaine de secteurs d'activité pour dire sous quelles conditions ces activités-là peuvent être faites de manière durable. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que pour l'instant, et donc les entreprises, à partir de cette année, publient des informations à la fois sur leur chiffre d'affaires, sur leurs investissements, mais également sur leurs coûts opérationnels, par rapport à ces critères sur des activités durables d'un point de vue environnemental. Et la mauvaise nouvelle, en tout cas, c'est que les estimations qui ont été apportées jusqu'ici, c'est qu'à peu près seulement 3% des activités sur le périmètre concerné, qui couvrent à peu près 80% des émissions de gaz à effet de serre, seulement 3% de ces activités sont durables aujourd'hui. Donc, on a une cible, une définition, on a des critères aujourd'hui, et on a une économie qui est très loin de cette cible. Donc ça, c'est le constat. Et du coup, on ne peut pas parler aujourd'hui d'une économie durable. Et dans une stratégie, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est une stratégie de transition, c'est-à-dire de passer de l'économie telle qu'elle est aujourd'hui à cette économie qui sera durable. Et pour ça, il faut qu'on re-rentre dans les limites planétaires. Donc ça, c'est un des enjeux forts. Vous avez sûrement en tête la contrainte du climat. On a beaucoup d'autres contraintes également sur la biodiversité, sur les cycles du phosphate ou de l'azote. Donc il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte pour arriver à réintégrer les limites planétaires, mais c'est vraiment tout l'enjeu d'arriver à concevoir ce chemin. Et la stratégie qui est mise en place au niveau européen, et là où on parle de transition et pas de révolution ou de changement de modèle, c'est d'essayer d'accompagner l'économie telle qu'elle est, les entreprises telles qu'elles sont, vers des fonctionnements beaucoup plus vertueux. Et donc ça, c'est l'enjeu quand on parle de politique de transition, c'est vraiment d'essayer de transformer les acteurs qui sont aujourd'hui les acteurs de l'économie d'aujourd'hui. Et cette transition, comme on voit qu'on a une urgence, c'est une transition qui se fait de manière extrêmement rapide, comme le soulignait Isabelle. Donc voilà. Et comment, pour répondre à la fin de la dernière partie de la question, comment on intègre les financiers dans tout cela? On voit que pour réaliser cette transition, on a besoin de beaucoup d'investissements. Donc il y a une partie des éléments qui ne sont pas liés à des investissements, qui ne seront pas liés à des flux d'argent, pour respecter la biodiversité, les ressources en eau. Il y a beaucoup de choses sur les changements de pratiques qui sont extrêmement importantes à mettre en place. Mais pour une partie, on a besoin de beaucoup d'investissements et de financement pour la rénovation, pour la mobilité, pour l'urbanisme, pour les infrastructures, pour l'énergie. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des acteurs financiers pleinement mobilisés pour faire face à ce défi. Merci. Et donc, en quelques mots, qu'est-ce que ça signifie pour le Crédit Agricole de se mobiliser ou d'être engagé? Alors, c'est un sujet qui est assez compliqué. Juste peut-être 2 éléments de compréhension. Premier élément, c'est qu'est-ce que c'est que l'économie? Mathieu l'a défini. En fait, le système économique, ce sont des entreprises qui fabriquent des produits, qui vendent des produits, des utilisateurs qui vont acheter, un système financier qui finance les opérations. Donc, quand on parle de l'économie, on parle d'une multitude d'acteurs.
On parle aussi des acteurs de la formation qui forment des experts, qui forment des gens compétents, qui vont occuper des emplois et créer de la richesse. Donc c'est en fait un écosystème. On a ces différents acteurs. Point important à rappeler. Deuxième point important à rappeler, c'est au fond, c'est quoi une banque, hein, c'est quand même important de le dire. Une banque, elle fait un métier d'intermédiation. Et donc, elle collecte de l'épargne, donc l'épargne des ménages, généralement, qui vont placer leur épargne dans des livrets, dans des placements, voilà, dans les comptes de la banque. Et puis, la banque va faire un métier qui est qu'elle va financer l'économie. Et donc, elle finance l'économie à partir de cette épargne. Et elle fait de l'intermédiation. Voilà, c'est le métier d'une banque commerciale. Et évidemment, si elle fait bien ce métier, elle va le faire sans s'exposer à des risques inconsidérés. Voilà, c'est important. Et donc, elle va, en quelque sorte, transformer l'épargne, généralement l'épargne des ménages, pour financer des entreprises et accompagner le développement économique des entreprises. Et donc, la question du risque, si elle prend beaucoup de risques, elle va s'exposer. Et vous avez des banques dans l'histoire de l'économie qui ont fait faillite parce qu'elles ont pris beaucoup de risques. Et le problème des faillites des banques, c'est que les épargnants perdent une partie importante de leur épargne. Donc c'est un métier où la question du risque est importante. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis quelques années? C'est que des choses invisibles deviennent visibles. Alors, quand on parle du climat, quand on parle de la biodiversité, quand on parle de ces différents effets environnementaux, Mathieu parlait des limites planétaires, eh bien, ces éléments-là n'étaient pas des éléments vus dans l'économie. Une entreprise ou une banque qui publiait des informations tous les ans, des informations généralement comptables, des informations financières, ces informations sont normalisées, et donc elle disait, voilà, j'ai gagné tant d'argent, cet argent me permet de me renforcer, de continuer à faire mon travail, voilà, les clients aiment les produits, etc. Donc c'était une information financière. Depuis quelques années, et la date c'est à peu près la COP 21, à peu près, même si avant on publiait ce qu'on appelle un rapport de gestion, mais depuis la COP 21 en France, les entreprises vont publier des informations extra-financières. Donc vont commencer à dire, ben voilà, sur les questions climatiques, voilà les impacts que l'on a, sur des questions de biodiversité, voilà ce qu'on fait. La réglementation européenne, et c'est une bonne chose, met de plus en plus d'exigences quantitatives sur ces questions. C'était là où avant on pouvait se contenter de faire des phrases, eh bien on doit de plus en plus rendre des comptes. Donc on est en train de publier depuis quelques années dans ce qu'on appelle une déclaration de performance extra-financière des informations qui ne sont pas économiques, qui ne sont pas comptables, qui ne sont pas financières, qui sont extra-financières. Et la réglementation européenne va très vite sur ces sujets et impose aux entreprises, en règle générale, et aux banques en particulier, de publier en 2025, donc c'est vraiment bientôt, des informations métriques, quantifiées, sur des indicateurs comme la biodiversité. Quel impact ont les entreprises sur la biodiversité? Quel impact ont les entreprises sur le climat, etc. Et donc il faut se rendre compte que ces informations, elles n'existent pas. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on aille les chercher auprès des entreprises qu'on finance, que ces entreprises puissent les identifier ces informations, les communiquer pour qu'on puisse les communiquer. Donc on a un grand sujet qui est l'information non financière. Il faut qu'on puisse la collecter et donc ça c'est important. Dans ce grand schéma écosystémique, et je finirai là-dessus, le rôle des banques, c'est de collecter de l'épargne et de financer au mieux des financements qui s'inscrivent dans le respect des questions climatiques, des questions extra-financières. Et donc pour ça, la réglementation européenne nous oblige à classifier nos financements pour ce qui concerne le secteur financier. Et donc on va devoir dire, et d'ores et déjà c'est le cas, combien de financements vont plutôt dans le sens de la lutte contre les effets du changement climatique et combien de financements vont en sens inverse. Et donc, nous produisons, d'ores et déjà, nous avons produit il y a quelques mois l'ensemble des banques européennes et on va le faire tous les ans et de plus en plus précisément et de façon de plus en plus transparente. Nous allons publier l'impact sur ces différents éléments extra-financiers
de nos financements. En ce qui concerne le climat, c'est ce qu'on appelle le scope 3. Le scope 3, c'est tout l'impact que les établissements financiers ont en finançant des entreprises qui sont émissives de gaz à effet de serre. Donc voilà, le secteur financier, effectivement, est clé parce qu'il collecte de l'épargne, il fait du financement et il essaye d'éclairer cette activité sous l'angle extra-financier. Et est-ce qu'on peut trouver ce rapport sur Internet ? Oui, bien sûr. Vous pouvez aller sur les sites des établissements financiers, du Crédit Agricole, mais d'autres confrères. Vous allez sur le site Déclaration de performance extra-financière. J'ai fait un petit post LinkedIn, d'ailleurs, qui date de quelques jours. Et vous pouvez cliquer, il y a un raccourci, et vous avez tout de suite, vous tombez sur le rapport. Vous verrez, il y a 80 pages. C'est extrêmement intéressant. Au Crédit Agricole, ce sont plusieurs centaines de personnes qui travaillent sur ces sujets, puisque toutes les activités rendent compte de ces sujets. Alors, on est plutôt en France très en avance sur le secteur financier mondial. En Europe, on est très en avance. En France en particulier, on est plutôt sur le sujet du reporting, plutôt en avance sur ces différents sujets. Merci, c'est très clair. Mais du coup, on a parlé des banques, mais il y a d'autres acteurs financiers, alors que ce soit les assurances, les gestionnaires d'actifs, les différents fonds d'investissement. Quel rôle ils peuvent jouer également dans cette transition ? Et puis peut-être nous parler également des alliances net zéro, et puis nous dire ce que vous en pensez. Alors ça, c'est effectivement un sujet assez nouveau. Eric a parlé de la COP21, donc c'était l'accord de Paris en 2015. Il y a une deuxième année qui a été très importante sur les sujets de finances durables, c'est la COP26 qui a eu lieu à Glasgow il y a 2 ans. Et lors de cette COP, il y a eu une alliance d'un grand nombre d'acteurs financiers. Donc d'une part des banques, mais aussi des assureurs, également des sociétés de gestion et des investisseurs institutionnels, donc plutôt des gens qui vont intervenir sur les marchés, actions, obligations, et qui vont placer justement de l'épargne, notamment dans le cadre de pensions de retraite, par exemple, ou d'assurance vie, autre exemple classique. Et sur ces différents types d'acteurs, ils n'ont pas tous le même rôle dans l'économie et ils n'ont pas tous le même levier d'action par rapport aux entreprises. Donc, comme le disait Eric, pour les institutions financières, les émissions de CO2, c'est principalement du scope 3, c'est-à-dire quand on a un bilan carbone pour une entreprise, le scope 1, c'est ses propres émissions de process. Donc, par exemple, quand une entreprise comme Lafarge fait du ciment, pour faire du ciment, ça dégage du CO2, et donc ça, ce sera du scope 1. Si jamais le Crédit Agricole finance Lafarge, les mêmes émissions vont être comptabilisées par le Crédit Agricole, mais cette fois-ci dans du scope 3, c'est-à-dire le Crédit Agricole n'a pas une responsabilité directe dans ces émissions-là, mais par contre, par le financement qui a été apporté par le Crédit Agricole, elle va permettre à Lafarge d'avoir son activité. Donc ça, c'est la spécificité. Et donc, sur ces différents types d'acteurs, on va dire qu'une banque fait du financement et va notamment permettre de transformer par des prêts l'appareil productif. Des investisseurs institutionnels ou des sociétés de gestion vont en général, par exemple, détenir des actions. Donc là, par exemple, ils vont être actionnaires de Lafarge. Et dans ce cas-là, ils peuvent également apporter des éléments dans la prise de décision de l'entreprise. On peut décider aussi de est-ce que la stratégie qui est proposée est la bonne et est-ce qu'ils gardent leur confiance dans la direction de l'entreprise. Et puis, il y a aussi des assurances. Et pour exercer une activité, en général, on a besoin de s'assurer. Et donc, les assureurs aussi ont un rôle à jouer, même s'il va être différent de celui de la banque ou celui de la société de gestion. Et donc, tous ces acteurs-là se sont organisés en coalition pour se déclarer dans une démarche de neutralité carbone. Donc, c'est-à-dire qu'ils visent cet objectif d'avoir une quantité d'émissions au niveau planétaire qui soit compensée par les puits de carbone, et donc de ne plus ajouter chaque année un seul gramme de CO2 dans l'atmosphère. Donc ça, c'est un objectif à horizon 2050. Et bien sûr, pour que ces annonces aient une crédibilité, l'objectif n'est pas juste de regarder 2050, parce que c'est loin, c'est d'avoir des étapes intermédiaires. Donc typiquement, à horizon 2030 ou même 2025, pour donner des étapes pour aller vers cet horizon. Et donc, du point de vue d'une agence d'État sur les questions de transition écologique, c'est très important d'avoir des acteurs privés qui montrent un engagement sur ces sujets-là et qui
qui ont une capacité aussi d'action et de lobbying. Et que ces acteurs-là soient engagés du côté de la transition, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour nous. Du coup, réaction d'Éric sur l'importance de ces alliances? C'est fondamental. Les alliances sont fondamentales parce que, en réalité, cette question climatique, si on fait le focus sur le climat, ne peut pas se réduire à l'échelon d'une entreprise, d'une nation. Elle doit se résoudre à l'échelle mondiale. Quand les États se sont engagés donc à ne pas contribuer à une élévation de température à 2 degrés, c'était donc l'article 2 de l'accord de Paris, ils sont engagés à être bien en dessous de 2 degrés. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va dépendre de la volonté de chaque nation. Il n'y a pas une gouvernance mondiale du climat qui oblige les pays à respecter une trajectoire. Et donc, malgré tout, comme il y a quand même beaucoup de bonne volonté dans le monde, vous avez des secteurs qui se sont réunis et qui ont essayé de se dire mais comment on peut nous contribuer à cela. Et donc, ils ont interrogé les scientifiques. Et donc, parmi les scientifiques, vous savez que tous les ans, enfin, de façon régulière, les scientifiques publient des rapports sur le climat. Et le GIEC, qui est un groupement de l'ensemble des scientifiques, donc fait une synthèse de rapports des scientifiques et publie ça. Et donc, je vous invite à regarder sur Internet. Vous avez des sites qui reprennent ces sujets, à l'ADEME par exemple, des trucs qui se lisent très facilement. Vous avez des infographies sur des sites comme Le Bon Pote. Allez-y, moi je vous y encourage. Regardez ce qui se fait et ce n'est pas très compliqué. Mais je reviens sur le sujet des alliances. Donc, les scientifiques ont été interrogés en disant mais que faut-il faire pour que la température d'ici 2100 soit bien en dessous de 2 degrés. Et donc, en 2020, les scientifiques se sont réunis et dire voilà ce qu'il faut faire, et Mathieu vient de le rappeler, il faut qu'en 2050, nous n'émettions pas plus de gaz à effet de serre que nous sommes en capacité, la Terre est en capacité de collecter. En gros, quand un arbre pousse, tous les ans, il va collecter à peu près 35 à 40 kilos de CO2. Donc la Terre capte du CO2, les océans captent du CO2, et les activités humaines émettent du CO2. Et donc, en 2050, il ne faut pas que collectivement, nous émettions plus de CO2 que la Terre est en capacité d'absorber. C'est un défi majeur. En France, par exemple, nous émettons 400 millions de tonnes de CO2, à peu près, et nous captons 50 millions de tonnes de CO2. Vous voyez qu'il y a un déséquilibre important. Et donc, l'objectif, c'est qu'en 2050, nous n'émettions que 80 millions de tonnes de CO2 collectivement et nous captions 80 millions de tonnes de CO2. C'est comme ça qu'on explique ce qu'on appelle la neutralité. Le secteur financier s'est engagé à contribuer à cette neutralité planétaire et donc les banques se sont alliées, un certain nombre de banques se sont alliées pour dire cette trajectoire net zéro, donc on appelle ça net zéro 2050, eh bien on va en faire notre scénario de référence. Voilà, on va le suivre. On s'engage à le faire. Et aujourd'hui, il y a à peu près 50% des banques dans le monde qui se sont engagées à le faire. C'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement exigeant, et on espère évidemment le faire. Et donc, pour répondre à la question d'Isabelle, c'est fondamental d'avoir des alliances. La coopération est fondamentale, les synergies, c'est fondamental. Ça, ce sont des nouvelles règles que le monde économique doit prendre, qui est le monde des coopérations. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire que dans notre métier, la question du climat, jusqu'à il y a peu de temps, n'existait pas. On n'intégrait pas cette question du climat quand on faisait notre métier. Quand on finançait une activité, par exemple, on va financer une entreprise, on regardait si les fondamentaux économiques étaient bons, on faisait attention aux risques, on prête de l'argent à une entreprise, l'entreprise va développer son activité, va nous rembourser sur la période, et puis on va être content, elle nous a remboursé, elle s'est développée, elle est contente parce qu'elle a un banquier qui l'accompagne. Voilà. Aujourd'hui, ça change, parce qu'il faut que l'on sache si cette entreprise contribue à la neutralité planétaire ou pas. Puisque comme nous-mêmes, nous nous sommes engagés à cela, donc on l'a fait en 2021, on s'est engagé, comme d'autres confrères se sont engagés aussi, eh bien, nous allons faire attention aux émissions des entreprises que nous finançons. Non seulement aux émissions, mais aussi au secteur. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on finance un producteur d'énergie, on ne le savait pas jusqu'à il y a quelques mois, mais on a calculé les émissions de CO2 que les producteurs d'énergie financés par le Crédit Agricole émettent. 224 grammes de CO2 au kilowattheure.
Voilà, c'est un chiffre que je vous donne, nous l'avons publié le 6 décembre dernier, et on s'est engagé en 2030 à ce que le kilowattheure financé par le Crédit Agricole n'émette pas plus que 94 grammes. Ça, c'est notre objectif. Donc, comment on va faire? Évidemment, ça va nous inciter à financer de plus en plus d'énergie renouvelable et à être de plus en plus exigeants sur les émissions de CO2 qu'émettent nos clients. Eh bien, très bien. On a eu en plus quelques petits exemples bien concrets, mais du coup, on voit bien qu'il y a un vrai engagement. Et moi, je me pose la question s'il n'y a pas non plus des obstacles à cette démarche volontaire des acteurs financiers. Mathieu? Alors oui, il ne faut effectivement pas tout voir en rose. Déjà, je voulais dire que le fait qu'il y ait des démarches volontaires d'acteurs, du point de vue d'une agence sur les questions de transition, c'est quand même plutôt un plan B. Le plan A, ce serait d'avoir de la réglementation et un certain nombre de contraintes qui fait, par exemple, c'est mieux si on interdit par exemple aux banques de financer de la déforestation, de l'extraction de charbon, des nouveaux projets sur les énergies fossiles. Donc, ce seraient des choses sur lesquelles potentiellement on pourrait être favorable pour justement être sûr de réaliser la transition. Pour l'instant, effectivement, dans un contexte de concurrence, dans un contexte aussi où l'économie ne transite pas toujours suffisamment vite pour couper tout financement aux énergies fossiles du jour au lendemain, il y a une vraie question de faire ça de façon un peu plus progressive. Et donc, l'utilisation en tout cas d'une démarche volontaire, c'est quelque chose d'intéressant dans un contexte où sur ces sujets-là, pour l'instant, on n'a pas une démarche obligatoire. Mais c'est vrai que quand Eric parle des 50% de banques engagées, c'est très bien, mais ça veut dire aussi qu'il y aura 50% de banques non engagées, donc susceptibles de financer les mêmes projets dont je viens de parler. Et donc, sur les obstacles, clairement, un élément clair, c'est qu'Eric en a parlé, il faut de la coopération. Il faut qu'on va dire, on est dans un milieu économique avec de la concurrence, et les banques sont mises en concurrence. Si jamais vous par exemple, imaginons un exemple concret pour un particulier qui veut faire un prêt immobilier, il va aller chez plusieurs banques pour voir quelle est la banque qui lui propose le meilleur taux. C'est exactement pareil pour les entreprises, elles mettent en concurrence les banques. Et donc, il faut que sur ce sujet de l'environnement, ce ne soit pas un sujet à concurrence entre les banques. Il faut qu'il y ait des règles du jeu qui soient le plus communes possible. Et le fait notamment que la plupart des banques françaises participent à ce Net Zero Banking Alliance va faire qu'au niveau français, en tout cas, on risque d'avoir, et c'est pas un risque d'ailleurs, c'est un souhait, on va avoir davantage de coopération sur les enjeux de durabilité, et ça, c'est extrêmement essentiel pour être crédible sur ces sujets. Et alors, en termes de leviers et d'obstacles, on va dire qu'il y a 3 types d'actions, je dirais, pour une banque. La première action, c'est financer des activités durables. C'est la chose un peu la plus qui fait du sens. Après, pour une banque, son obstacle, des fois, c'est juste d'avoir suffisamment de projets durables qui vont arriver. Je parlais de 3% de l'économie aujourd'hui qui est durable. Les banques seraient ravies de financer davantage de projets durables s'ils sont rentables, donc sous condition de risque, comme l'évoquait Eric. Et donc pour ça, il y a un besoin du plan A, justement, de réglementation sur l'économie réelle, sur les entreprises, qui vont rendre rentable un certain nombre d'activités, que ce soit de l'agriculture biologique, que ce soit des mobilités électriques, que ce soit de la rénovation. C'est par davantage de réglementation sur l'économie réelle qu'on va avoir un afflux de projets qui pourront être financés par les banques. Le deuxième élément, c'est arrêter le financement sur les activités nuisibles et avec un impact significatif sur l'environnement. C'est un point extrêmement important parce que quand on finance une centrale à charbon, sa durée de vie, elle est de 40 ans. Donc un financement qu'on apporte aujourd'hui sur des actifs qui vont avoir une durée de vie extrêmement longue, c'est quelque chose qui contredit la possibilité d'atteindre les objectifs climatiques. Et c'est d'autant plus important sur les sujets pour lesquels on a des solutions, d'autres solutions. Typiquement produire de l'électricité, il y a d'autres moyens que de le faire avec des centrales à charbon ou des centrales au gaz. Donc ça, c'est des choses importantes à arrêter extrêmement rapidement pour des acteurs financiers qui sont engagés sur ces sujets. Et là, effectivement, je pense que pour ces banques, il faut faire appel à de l'éthique et accepter de renoncer à une part de profit sur ces activités qui ne sont pas compatibles avec leur nouvel engagement éthique.
Et le dernier point, c'est financer la transition. Et c'est un sujet qui nous tient à cœur, notamment à l'ADEME, et qui tient à cœur aussi aux banques. C'est les banques et nous-mêmes travaillons avec les entreprises. Il y a une vraie volonté de la part de la plupart des entreprises de réaliser leur transition. Donc pour ça, il faut concevoir des plans de transition, dialoguer avec les financeurs, dialoguer avec les pouvoirs publics quand il y a des freins, parce qu'il y a aussi des obstacles à la transition. Il ne faut pas voir les choses tout en rose non plus. Enfin, la transition, c'est une certaine prise de risque. C'est miser sur des technologies qui sont parfois plus coûteuses. Et donc, il faut créer les conditions pour que cette transition puisse se faire. Typiquement, aujourd'hui, une voiture électrique, ça coûte plus cher qu'une voiture thermique. Faire de la rénovation, les gains en termes de réduction du coût de l'énergie vont mettre de nombreuses années à pouvoir se réaliser. Donc, ce n'est pas forcément rentable à très court terme, ça le sera sur du très long terme, mais des fois c'est du trop long terme par rapport à un simple calcul financier. Donc il y a vraiment la question de réfléchir au cas par cas à ces obstacles et définir des plans et pouvoir justement donc en dialoguer à la fois avec les acteurs financiers et les pouvoirs publics. Merci. Du coup, j'ai demandé à Eric de réagir sur ces 3 points, notamment puisque c'est souvent ce que les banques défendent aussi, c'est l'idée qu'il y a une insuffisance en fait de projets à financer. Donc, votre avis sur le sujet, et puis aussi toutes ces activités d'aider, en fait, d'accompagner les entreprises dans leur propre transition. Oui, Isabelle, la première question que tu posais, c'était celle de la réglementation, et je crois qu'il faut dire qu'on a besoin de règles du jeu précises. C'est vraiment très important de ne pas considérer que l'environnement, finalement, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Je m'explique. Les scientifiques disent qu'à partir de 2030, les pays de l'OCDE doivent ne plus utiliser le charbon thermique comme source d'énergie. D'accord ? Et puis en 2040, le reste du monde. En d'autres termes, il faudrait que d'ores et déjà, tous les pays de l'OCDE se désengagent du charbon et se préparent à une autre évolution. En fait, ça, il faut savoir que les banques françaises, Crédit Agricole notamment, ont décidé de sortir du charbon, donc, en respectant ces dates-là, 2030, 2040. Mais rien ne nous interdit de financer le charbon. En fait, on pourrait très bien se développer sur le charbon et continuer. Et donc, c'est effectivement ce que Mathieu appelle la bonne volonté, et on ne peut pas lutter contre les effets du changement climatique uniquement avec les bonnes volontés, ça ne suffira pas. Donc on a besoin de règles, et on a besoin que les entreprises soient soumises aux mêmes règles du jeu. C'est un peu comme si on joue au foot, il y a une équipe qui joue avec les pieds, puis une autre équipe qui joue comme elle veut. Ça ne marche pas, ça ne tient pas longtemps. Et pourtant, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Vous avez des mines de charbon qui s'ouvrent en permanence dans le monde, et vous avez des banquiers qui financent des mines de charbon. Et ces banquiers, probablement, financent ces activités en générant du profit. Et d'autres disent, non, ces activités, je ne veux pas les financer parce qu'elles sont contraires à la lutte contre les effets du changement climatique. Donc le premier sujet, c'est qu'on a besoin de règles du jeu. Et effectivement, on a besoin que les pouvoirs publics, l'Europe le fait, que les pouvoirs publics le fassent, et on aurait tellement besoin d'une gouvernance mondiale du climat. Ça, c'est le premier sujet, et je partage complètement la position de Mathieu. Ensuite, Mathieu a dessiné des 3 points stratégiques qui sont clés et qui sont repris dans la stratégie du Crédit Agricole. 3 points très importants. Premier point, se désengager des énergies fossiles. Aujourd'hui, les énergies fossiles, c'est 80% des émissions de gaz à effet de serre. Charbon, gaz, pétrole, 80%. Donc il faut baisser l'usage des énergies fossiles tout en conservant notre capacité à créer de la prospérité et à créer le vivre ensemble. C'est extrêmement compliqué. Mais pour une banque, c'est probablement le plus facile. C'est probablement le plus facile parce qu'il suffit d'enlever des financements peu à peu, de se désengager. Et c'est d'ailleurs l'engagement qu'on a pris et d'autres confrères ont pris ces engagements. Deuxième point, c'est s'engager dans les énergies renouvelables. Et donc là, il faut financer des énergies renouvelables, c'est-à-dire des éoliennes, des fermes solaires, des éoliennes en mer. Il faut aussi investir sur des énergies de demain. Là, ça prend un peu plus de temps. Ça prend un peu plus de temps. Si vous voulez lancer un projet de ferme solaire en France, entre le moment où vous vous intéressez au projet, vous cherchez le foncier,
et le moment où la ferme solaire va produire de l'énergie, c'est 3 ans à peu près. Si vous faites de l'éolien, c'est 5 ans. Donc ça veut dire que ça prend du temps. Et puis, donc ça, c'est le deuxième élément, investir dans le renouvelable. Donc si on sort du fossile et si on investit dans le renouvelable, reste la très grosse partie compliquée, c'est transformer les usages. C'est faire en sorte que les entreprises soient moins consommatrices d'énergie fossile et plus consommatrices d'énergie renouvelable. Ça veut dire développer l'autoconsommation, etc., etc. Et ça, c'est très très long. C'est très très long parce que, d'abord, on n'oblige pas les gens à faire de la rénovation thermique de leur logement, alors que c'est clé dans la stratégie nationale bas carbone de la France. On ne peut pas obliger les gens à s'acheter des voitures électriques au lieu des voitures thermiques. Donc on voit bien que ça doit se faire aussi selon l'intérêt des particuliers et des entreprises, et ça prend du temps. Et puis je voudrais rajouter un troisième élément pour finir, c'est, et vraiment je vous encourage à réfléchir un instant de raison là-dessus, c'est justement la nuance nécessaire qu'il y a à avoir sur ce sujet. Je vais vous donner un petit exemple qui est simple. Personne, si vous dites est-ce que vous êtes pour les énergies renouvelables, c'est un peu comme les retraites, si on vous dit est-ce que vous voulez aller en retraite à 60 ans ou 70 ans, moi personnellement c'est 60 ans, même 55 ans, mais bon, bref. Et donc si vous dites aux gens est-ce que vous êtes pour les énergies renouvelables, tout le monde va vous dire oui. Est-ce que vous préférez les énergies renouvelables? Et maintenant vous allez poser une deuxième question. Est-ce que vous êtes d'accord d'avoir une éolienne à côté de votre jardin? Et là, les gens disent non, pas une éolienne à côté de mon jardin, je veux faire de l'éolien, mais très loin. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ces sujets de transformation, ils requièrent beaucoup de nuances. Et que finalement, il y a des visions, des intérêts qui ne sont pas toujours convergents. Et puis je vais vous donner un autre exemple, c'est même ceux qui défendent le climat s'opposent quelquefois à ceux qui défendent la biodiversité. Parce que vous avez des projets d'énergie, je reprends mon sujet d'éolien, qui sont situés sur des passages d'oiseaux migrateurs, et donc les défenseurs de la biodiversité peuvent dire ce sujet-là, enfin cet investissement, il ne faut pas le faire là, parce que c'est contraire à la biodiversité, là où cet investissement, il peut être bon pour le climat. Et donc ce débat nécessite beaucoup de nuances. Donc, je suis intéressée sur cette idée, parce qu'on dit souvent que cette transition, elle sera injuste, enfin, elle est injuste. En revanche, il va falloir embarquer tout le monde parce que sinon, elle ne se fera pas. Et donc, il y a des questions et des enjeux d'inclusivité. Donc, quel rôle peuvent jouer les banques en particulier? Est-ce qu'à l'ADME, c'est des sujets que vous regardez? Alors effectivement, c'est un long sujet à l'ADEME. On a notamment dans notre équipe des sociologues, et c'est vrai qu'on essaye de suivre, et ça fait déjà par exemple depuis plus de 20 ans qu'on essaye de savoir quelle est la perception des Français sur le changement climatique et quelles sont leurs attentes par rapport à ça. Et un point clé, c'est ce qui ressort, c'est le souhait de démarche collective de la part des Français. Donc vraiment, il y a un souhait, effectivement, il y a la question des gestes individuels et des choses comme ça, mais il y a une vraie attente d'une démarche cohérente et juste, et y compris, par exemple, il y a un moment assez fort sur la question d'acceptabilité du prix du carbone, ça a été la crise des Gilets jaunes. On avait une question sur est-ce que les Français sont contre la hausse d'un prix du carbone qui est quand même, en économie, c'est le signal prix le plus simple, on va dire, pour réaliser une transition. C'est de renchérir ce qui est mauvais et de faire payer moins cher ce qui est plus favorable à l'environnement. Mais effectivement, quand les dépenses sont contraintes pour une partie de la population, ce renchérissement, il prend à la gorge en fait toute une partie de la population. Donc il y a une vraie question c'est pas forcément, et donc sous condition de répartition juste des revenus d'une taxe, parce qu'en fait quand on prélève une taxe, on génère des revenus, et donc il y a la vraie question de à qui sont attribués ces revenus. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu de justice sociale et de contrat social, on va dire, derrière une nouvelle fiscalité environnementale. Un autre exemple type, ce serait par exemple de pouvoir mettre en place une TVA qui différencierait les produits qui sont nuisibles pour l'environnement et les produits qui ont été faits dans de bonnes conditions de durabilité. Aujourd'hui, on est encore vraiment au début sur cette fiscalité environnementale et sur la bonne redistribution de cette fiscalité environnementale pour éviter justement que les gens qui sont contraints aujourd'hui, parce qu'on n'a pas fait les efforts en matière d'urbanisme, en matière de mobilité, etc., s'il n'y a pas les éléments, il doit y avoir un réel accompagnement de l'État pour permettre justement d'avoir un sujet qui soit relativement consensuel au niveau de la population. Mais ça, c'est quelque chose qui se travaille. Ouais. Donc on voit bien la question de fiscalité, mais du coup, les banques, elles peuvent faire des choses en termes d'inclusivité?
Oui, bien sûr, c'est clé. Je pense qu'on ne peut pas imaginer une transformation de l'économie, en plus une transformation radicale, sans intégrer la question de l'inclusivité. L'histoire a toujours montré que les populations les plus fragiles sont celles qui souffraient de la radicalité des changements. Toujours, toujours. Et donc il n'y a pas de raison qu'on échappe malheureusement à cette règle. Donc il faut évidemment avoir ce souci de l'inclusion, c'est-à-dire ce souci pour des entreprises, toujours de se poser la question de est-ce que mon produit est, les Anglais disent affordable, c'est-à-dire est-ce que tous les clients peuvent avoir accès à ce produit-là. Donc cette question, elle est clé. Elle pose finalement, quand on la pose comme ça, on peut avoir tendance à dire, mais au fond, il faut qu'on repose la question de l'égalité ou de l'égalité des chances, de l'équité, etc. C'est vrai, mais on peut la poser d'une autre façon, et moi je pense que c'est utile de le faire, non plus sous l'angle finalement de l'inclusion, qui est fondamentale, mais de la résilience, la question de la résilience. Comment, au fond, on va arriver à s'adapter et à atténuer les effets du changement climatique. Et quand on y réfléchit, et quand on observe ce qui se passe sur le terrain, les zones de résilience sont les territoires. Et donc, le territoire, parce que c'est une zone de résilience, c'est une zone d'adaptation, est probablement la clé de l'inclusivité, est probablement la clé du faire ensemble. Ça, c'est très important, parce que, en fait, quand Mathieu disait tout à l'heure, non, tout n'est pas rose. Non, en réalité, tout est très noir, parce qu'on est face à un mur, face à la nécessité d'une radicalité. On n'est pas nécessairement dans un jeu collectif. Il y a beaucoup de passagers clandestins sur ces sujets. Il y a des bonnes volontés, mais sont-elles suffisantes? Non. Il n'y a pas toujours les mêmes règles du jeu. Donc on est sur un match un peu compliqué. Et en fait, quand on travaille sur le sujet, moi ça fait quelques années que je travaille, comme toi Isabelle et Mathieu, franchement il faut être optimiste, il faut avoir l'optimisme de la volonté, il faut s'accrocher parce qu'on voit des trucs qui des fois nous découragent. Et en fait, pour se réencourager, il faut aller dans les territoires, il faut observer ce qui se passe, et souvent les acteurs qui se voient, qui travaillent ensemble, qui réfléchissent ensemble, qui connaissent les spécificités des territoires, sont ceux qui proposent les solutions de résilience et les solutions d'avenir. Et donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire des agriculteurs qui déplantent certains cépages, je pense notamment à des régions viticoles, et qui replantent d'autres cépages en s'inspirant du vivant. Et ça, c'est vraiment, avec la nécessité de la nuance, la deuxième idée forte, c'est vraiment s'inspirer du vivant et de la résilience du vivant. Vous avez des collectifs qui créent des démonstrateurs. Et je vous invite, il y en a des démonstrateurs, vous allez sur Internet ou vous googlisez démonstrateurs. C'est vrai en France, c'est vrai en Afrique. Moi, j'ai travaillé beaucoup en Afrique. Vous avez des zones qui développent de l'agroécologie, des économies circulaires, et vous observez que c'est possible de développer quelque chose qui est inclusif, qui est adapté aux spécificités et aux territoires. Donc oui, la question de l'inclusion, elle est clé, mais n'ayons pas le sentiment qu'il faut uniquement la résoudre comme en faisant un peu de mécénat, en disant, bon, on va faire attention à l'inclusion. Non, non, pas du tout. Allez dans les territoires, et les territoires sont des zones de résilience et d'inclusion. Merci, parce que en tout cas, c'est un beau message d'espoir. Donc, on arrive à la dernière question. Avant de vous passer la parole, je rappelle que vous pouvez poser vos questions sur hashtag printemps de l'économie. Alors, on va parler du sujet épineux, du greenwashing. Donc peut-être nous définir ce qu'est le greenwashing pour Mathieu et puis nous dire comment on y échappe. Eric. Oui, c'est un vrai sujet côté ADEME. On avait publié, on a publié un guide anti-greenwashing, donc pour donner un petit peu les grands principes. Et donc je vais vous lister déjà peut-être qu'est-ce que le greenwashing. Hein. Donc il y a différentes formes, plus ou moins graves, mais assez diversifiées. Donc ça peut être une promesse excessive. Hein. Ça peut être une absence ou une insuffisance d'information par rapport à ce qui est dit. Il peut y avoir des visuels un peu confus ou volontairement trompeurs, donc par exemple mettre des éoliennes ou des éléments qui ne correspondent pas forcément au cœur de métier de l'entreprise. Il peut y avoir un vrai mensonge, donc ça peut exister aussi. Il peut y avoir une promesse disproportionnée, donc promettre beaucoup par rapport à ce qui va être fait. Il peut y avoir l'emploi de mots extrêmement vagues et donc potentiellement trompeurs aussi. Information insuffisante. Il peut y avoir aussi une image très suggestive qui ne correspond pas forcément au message.
Il peut y avoir l'existence de faux labels, donc juste un label qui donne l'impression que quelque chose a été certifié, mais en fait c'est juste un label créé par l'entreprise, par exemple. Et il peut y avoir aussi la mise en avant d'exemples, donc très ponctuels, mais qui ne reflètent pas le cœur de l'activité de l'entreprise. Et puis, on peut également avoir donc des fausses exclusivités, c'est-à-dire communiquer en fait juste sur le respect de la loi. Donc voilà, il y a des réglementations, des choses qui s'imposent, et présenter ça comme une action volontaire, alors que c'est quelque chose qui est imposé comme à tous les acteurs du secteur. Donc ça fait pas mal de cas. Et alors, on a en France l'autorité des marchés financiers, parce que on s'intéressait aussi aux acteurs financiers, qui avait publié une doctrine au sujet de ces questions de greenwashing. Et ce que préconise l'autorité des marchés financiers, c'est d'avoir une communication proportionnée entre la prise en compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance et la place qui est faite dans la communication. C'est-à-dire, si on en tient énormément compte dans le pilotage, on peut avoir une communication importante sur le sujet. Et si c'est quelque chose qui est plutôt fait à la marge et que les logiques de rentabilité font que globalement l'univers d'investissement, par exemple, va rester assez proche de celui qui leur a été sans tenir compte des exclusions sur les critères environnementaux, par exemple, et il faut faire une communication qui est plutôt modérée sur ces sujets-là. Donc voilà, proportionner les deux, je pense que c'est un élément fort à avoir en tête pour limiter le greenwashing. Et pour ça, je pense qu'on a... les éléments de transparence qu'évoquait Eric précédemment, on va avoir de plus en plus une vision extrêmement précise du contenu, des portefeuilles, des activités, de l'ensemble des acteurs financiers. Et effectivement, je pense que dans les années à venir, il va vraiment falloir, du côté des acteurs financiers, qu'on voit que la partie financement des solutions est supérieure, voire très supérieure au financement des énergies fossiles, notamment. Donc ça, c'est un élément assez fort. Pour l'instant, il y a quand même eu assez peu de choses qui ont été faites depuis la COP21. Donc ça, c'est ce que disent les ONG et c'est ce que disent également les superviseurs. Et donc là, depuis les engagements de 2021, avec les nouvelles cibles qui sont données, on attend beaucoup de la part des acteurs financiers, y compris donc côté ADEME. Je pense que c'est la même chose du côté de la société civile. Et donc, voilà, donc du coup, le dernier mot à Eric. Non, mais moi je souscris pleinement. En fait, pourquoi on parlait de greenwashing? Parce qu'au départ, évidemment, faire le bien à la planète, je mets tout ça entre guillemets, c'était des arguments marketing. Et donc les équipes du marketing, en toute bonne foi, se saisissaient de ça en disant, voilà, ça va rendre mon produit singulier, etc. Voilà. Donc on sort de cette phase-là et on rentre maintenant dans une phase où il faut être extrêmement transparent. Mathieu rappelait les règles et il faut être extrêmement précis sur les effets. Et donc il faut travailler sur ce qu'on appelle l'impact. C'est un sujet quand même, c'est pas simple, mesurer l'impact. Alors par exemple, quand on fait des émissions obligataires sur ce qu'on appelle des green bonds, donc des émissions qui permettent soit d'éviter des émissions de CO2, soit de compenser. Enfin, quand on a une promesse, il faut la quantifier. Voilà, et dans les rapports. Et donc, si vous placez votre argent sur des fonds, votre petite épargne, votre grande épargne, je ne sais pas, sur des produits d'épargne, vérifiez effectivement qu'il n'y a pas juste une promesse en l'air ou il n'y a pas une promesse générale. Regardez si c'est quantifié. Et si ce n'est pas quantifié, vous allez voir votre conseiller ou vous envoyez un mail en disant « je ne comprends pas ». Vous faites une promesse et on ne voit pas l'impact. Et donc, il faut que vous mesurez l'impact. Voilà. Je pense qu'on est vraiment dans ce chemin-là, et puis la Commission européenne, les différentes institutions qu'a rappelé Mathieu, apportent des sujets, et nous-mêmes on travaille aussi là-dessus, les banques, on édite des documents, et donc je pense que c'est en train de s'améliorer plutôt dans le bon sens. Voilà. Eh bien voilà, on a des questions de la salle. Bonjour, merci beaucoup. Vous avez évoqué l'importance de l'information extra-financière. Comment s'assurer que cette information extra-financière est bien déclinée dans la stratégie des entreprises qui sont financées et également dans la stratégie des acteurs financiers? Est-ce que les dirigeants de ces entreprises peuvent être intéressés à l'atteinte de critères extra-financiers? Et quelles sont les autres possibilités? Vous avez évoqué aussi les éléments de doctrine adoptés par l'autorité des marchés financiers pour encadrer
la communication extra-financière, voilà, quelles sont les différentes possibilités? Ouais. C'est une très bonne question et merci d'avoir le courage de poser la première question, c'est toujours la plus difficile, donc bravo. Oui, je vous le disais, la communication financière est de plus en plus encadrée. En France, les entreprises communiquent sur un format qui est la déclaration de performance extra-financière. Cette déclaration, elle fait l'objet d'une assurance de la part d'un organisme tiers qui vient donner l'assurance que les informations qui sont dans la déclaration de performance extra-financière sont sincères. Crédit Agricole, c'est un cabinet PwC, donc PricewaterhouseCoopers, qui fait ce travail-là. Donc c'est des gens qui, effectivement, dont c'est le métier, et ils peuvent donner cette assurance avec réserve, sans réserve, ou de ne pas donner l'assurance. De mémoire, ils donnent cette assurance depuis 2018. De mémoire, hein, prenez ce truc un peu avec précaution, mais je crois que c'est depuis 2018. Et donc ça veut dire qu'on est on va être à la 5e année. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est en train vraiment de c'est de plus en plus exigeant. Et donc, on va devoir publier une version, une V2 de la DPEF, qui s'appelle la CSRD, à partir de 2025 sur les comptes 2024, où on va devoir rendre compte sur un certain nombre d'indicateurs, je vous disais biodiversité, climat, etc., en notamment comparer nos trajectoires avec la trajectoire net zéro, donc ce qu'on appelle le plan de transition. Et donc, sur 2025, vous aurez un document, et là, qui est un document européen, qui sera extrêmement précis sur ces différents sujets. La difficulté que l'on a, et on est à marche forcée là-dessus au sein de nos établissements, et je pense c'est de collecter de la donnée. Par exemple, quand on finance un véhicule, eh bien, il faut que, pour que ce véhicule soit taxonomie compatible, il faut qu'il émette moins de 75 grammes de CO2, je crois que 75 grammes de CO2 dans sa première version au kilomètre. Quand vous financez un logement, il faut que vous ayez la DPE du logement pour pouvoir déclarer le financement dans la bonne case de la taxonomie. Donc il y a aujourd'hui une marche forcée des établissements, entreprises et financiers, pour avoir de la collecte. Sur l'intégration des critères extra-financiers dans la rémunération des dirigeants, oui, c'est le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. Vous avez dans les assemblées générales, généralement l'année dernière, cette année, vous avez de plus en plus de grandes entreprises qui montrent comment les rémunérations des dirigeants sont structurées avec une part de plus en plus importante sur soit des questions climatiques, soit sur des questions extra-financières. Juste un tout petit complément sur la DPEF. C'est des choses qui existent depuis 2014, donc c'est assez ancien. Donc là, il y a déjà des textes en fait, pour que les entreprises publient leur bilan carbone. Et malheureusement, les entreprises ne le publient qu'assez peu. En fait, il n'y a qu'une quarantaine de % des entreprises qui sont soumises à ce texte, qui le font. Et là, on a un manque de supervision sur ces sujets-là, parce qu'en fait, ce n'est pas tout de faire des lois, il faut les faire respecter. Et donc là, il y a un vrai enjeu. Et c'est vrai que le passage à la réglementation européenne, qui est la CSRD, c'est aussi le passage de l'extra-financier à la durabilité. Et en fait, c'est plus vu comme une information extra-financière, ça a la même valeur qu'une information financière. Et donc, ce sera le même manquement que le fait de ne pas publier son rapport annuel. Donc voilà, donc ça devient quelque chose de... En complément, c'est important également dans les choix des trajectoires professionnelles que vous faites, ces questions de durabilité, je vous disais, première période, c'était les ressources humaines qui traitaient souvent ces sujets-là, la communication qui traitait ce sujet-là. C'est en train d'évoluer, enfin ça a évolué avec le développement durable, et c'est maintenant les directions financières qui vont traiter de plus en plus ces questions-là. Voilà, avec une part très importante sur ces questions de durabilité, comme le rappelait Mathieu. Chez nous, par exemple, on travaille main dans la main avec la direction financière, et c'est la direction financière qui va commencer à prendre tous les sujets très régaliens de contrôle des informations, traçabilité, auditabilité des informations. Voilà. Donc c'est en train de se transférer vers ces grands métiers. Bonjour, est-ce que ça marche? Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez ouvert cette conférence sur l'expression urgence climatique. Donc l'action, c'est un facteur clé dans le combat contre le changement climatique. Mais quand on sait qu'en 2021, par exemple, le Crédit Agricole continuait à subventionner des organisations à très forte émission de CO2, comme par exemple le géant suisse dans le minier Glencore, ou encore le monstre japonais Marubeni à hauteur de 500 millions de dollars. Entreprise qui, je le rappelle, va continuer à construire des centrales à charbon qui vont avoir une durée de vie au-delà de 2030-2040. Donc on peut se demander si ces actions
elles traduisent finalement une action climatique insuffisante de la part du Crédit Agricole. Et si vous continuerez à ces genres de financement, ce type de financement, jusqu'à l'apparition de règles moins tolérantes vis-à-vis de ces financements, et aussi sachant la grande émission carbone des différentes banques françaises comme la Société Générale, le Crédit Agricole ou la BNP, quelles réponses concrètes on peut apporter aujourd'hui aux ménages et aux acteurs financiers qui, eux, cherchent à avoir un comportement plus vert et plus respectueux vis-à-vis de l'environnement? Quelles réponses on peut leur apporter concrètes à moyen, court et long terme? Merci. Voilà, c'est une bonne question. Merci d'avoir posé, puisqu'on ouvre le sujet finalement des controverses. Alors, je vais essayer de répondre à votre question. Donc, au Crédit Agricole, on a des politiques sectorielles qui nous permettent de définir de quelle façon on va travailler sur les différents secteurs d'activité. On va prendre le cas particulier que vous évoquez, qui est le cas de Glencore. Glencore, qu'est-ce que fait Glencore? Glencore est un producteur d'énergie à base de charbon. Et donc, on a pris un certain nombre d'engagements. Je rappelle que c'est une entreprise européenne qui emploie un grand nombre de personnes, qui travaille dans un pays européen, de l'Union européenne. Et donc, ce n'est pas une entreprise interdite. Et aucune réglementation, aucune loi n'interdit le financement du charbon. Et donc, on pourrait très bien le financer, répondre à votre question en disant écoutez, allez voir les pouvoirs publics et puis demander aux pouvoirs publics de prendre les décisions. C'est un peu l'échange qu'on a eu à l'instant sur quelles sont les règles du jeu. Voilà. Et donc, nous, on a décidé de se discipliner en adoptant des règles qui sont contraires finalement aux intérêts commerciaux, qui sont peut-être contraires aux intérêts commerciaux à tout le moins à court terme, et de se désengager de l'industrie du charbon. Se désengager de l'industrie du charbon, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Vous avez aujourd'hui des pays qui fonctionnent avec l'industrie du charbon. Si l'espace d'un instant de raison, vous supprimez le charbon à des pays comme l'Allemagne et à des pays comme la Pologne, eh bien, vous avez les hôpitaux qui cessent de fonctionner, vous avez des gens qui cessent de se chauffer, etc., etc. Et donc, on voit bien que cette question de transition, elle ne se fait pas de cette façon-là, elle se fait de façon un peu plus progressive. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ces grands énergéticiens, et je vais maintenant passer au pétrole, puisque j'imagine que vous pourriez aussi nous dire, mais vous financez Total, par exemple, ces grands énergéticiens vont, et c'est le pari que l'on peut faire, vont être les grands énergéticiens des énergies renouvelables. Parce que ce sont eux qui sont aujourd'hui en train d'investir dans les énergies renouvelables. Donc la question est-ce qu'on se désengage en disant on ne s'en occupe plus, ou est-ce qu'on les accompagne dans une discussion régulière, etc., pour les inciter, pour les accompagner ou pour les influencer à aller plus vite, aussi vite? Ça, c'est le choix qu'on fait. Donc nous, on s'est retiré d'un certain nombre de développeurs charbon, c'est-à-dire qu'on dit on ne travaille plus avec les entreprises qui développent le charbon, développent des nouvelles mines de charbon. Donc ça a été exprimé le 6 juin 2019, et on a eu plutôt les félicitations des ONG qui considèrent que le Crédit Agricole fait la trace sur ces sujets. Le 6 juin 2019, vous pouvez vérifier, on est la première banque commerciale au monde à avoir déclaré cela, et on s'y emploie. Je ne dis pas que quelquefois on ne peut pas avoir des trous dans la raquette, on peut avoir des trous dans la raquette, on corrige, etc. Mais c'est un engagement. Ensuite, le problème est que, et vous l'avez vécu, enfin vos parents ou ceux qui ont le permis, c'est que si d'un coup vous arrêtez de vendre du pétrole en France, vous voyez ce qui se passe. Et donc, c'est un peu l'échange que l'on avait, c'est-à-dire que les transitions, ce n'est pas uniquement d'un coup de menton de dire il faut arrêter de financer le pétrole, c'est transformer l'énergie qui est aujourd'hui à base de fossiles à base d'énergie renouvelable. Et donc, si une banque dit « moi j'arrête de financer le pétrole », qu'est-ce que ça résout? Rien. Ça ne résout rien, parce que la place qu'elle a dans le financement du pétrole, d'autres prendront la place. Je vais vous donner un exemple. On a été sollicité pour financer une mine en Australie, une mine de charbon à ciel ouvert en Australie. L'opération sur le plan commercial était très bonne, elle a été faite par un client avec qui on avait de très longues relations, et on a refusé de le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sur le plan de l'impact des émissions de gaz à effet de serre, rien, parce que notre place a été prise par une autre banque. Voilà. Donc soit on finalement se désengage et en se disant le reste ne m'intéresse pas, soit on reste engagé et on essaye d'avoir une trajectoire où, par le biais de nos discussions, de nos engagements avec nos clients, ce sont des clients qui choisissent les banques, et bien peu à peu, on les emmène à financer autre chose que 100% d'énergie. Et une dernière
une dernière petite analogie, et elle est vraiment, c'est pas de la rhétorique, hein, mais elle permet aussi de comprendre le sujet. Imaginez, par exemple, imaginez juste que finalement, quand on dit que Total pollue, c'est pas Total qui pollue. Ils émettent des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est nous, dans l'usage de nos véhicules, qui émettons en réalité en allant à la pompe. D'accord ? Et donc, si on dit, par exemple, à quelqu'un, nous, on ne vous finance pas vos voitures thermiques. Crédit Agricole, on ne finance pas vos voitures thermiques, on ne finance que des voitures électriques. Ils vont aller voir une autre banque pour financer des voitures thermiques. Donc, la transformation de l'économie, elle se fait de cette façon-là, avec de l'opiniâtreté, mais nécessairement dans une période longue. C'est toute la nuance et toute la difficulté que l'on a à faire coïncider la radicalité du changement nécessaire. Et je suis d'accord avec vous, il y a un vrai sujet de radicalité et en même temps l'acceptation sociale de cette transformation. Et juste deux petits compléments. On a au niveau des banques, la Banque Postale qui a mis une stratégie de ne plus financer le pétrole à horizon 2030. Et donc, voilà, donc, une stratégie, une des plus ambitieuses, je dirais, au niveau des grandes banques françaises aujourd'hui. Même si le Crédit Agricole montre des éléments, mais je pense que la Banque Postale, en tout cas, a la stratégie aujourd'hui la plus complète sur le secteur oil and gas. Et oui, et l'importance de arrêter le chauffage au fioul, le chauffage au gaz, les véhicules thermiques. Si on veut sortir du pétrole et du gaz, il faut arrêter d'avoir des outils qui utilisent ces choses-là. Et donc ça, c'est notamment au niveau des réglementations. Il faut qu'il y ait des normes, il faut qu'on arrête de vendre typiquement ce type de chaudière ou ce type de véhicule. Donc ça arrive et ça arrive progressivement. Donc on me fait signe que la session est finie. Écoutez, on va applaudir et remercier nos deux intervenants. Et puis je vous souhaite une bonne fin de printemps de l'éco. Merci.